Cette histoire monstrueuse ne laissera personne indifférent. Une jeune fille de 14 ans a quitté son domicile pour aller se promener et a disparu sans laisser de traces. Il a fallu plus d'1 mois pour la retrouver. L'enquête a été la plus importante depuis 9 ans, grâce à des centaines de policiers impliqués dans les recherches et à l'analyse de nombreux enregistrements de vidéosurveillance. Le mystère qui a ébranlé la Grande-Bretagne a été résolu, mais la vérité est bien plus déroutante et choquante qu'on ne le pensait. Qu'est-il arrivé à Alice Gross? Alice Gross est née le 14 février 2000 à Londres, le jour le plus romantique de l'année, la Saint-Valentin. Elle a grandi dans une famille complète et aimante, avec sa sœur aînée Nina. Dès sa plus tendre enfance, la jeune fille fait preuve de créativité. Elle aimait dessiner, jouer du piano et du violon, et plus tard a commencé à composer de grandes chansons et à les interpréter en s'accompagnant elle-même. Ses textes étaient remplis d'émotions profondes, ce qui n'est pas habituel à un si jeune âge. Outre la musique, Alice se passionne pour le stylisme. À l'âge de 11 ans, elle s'est même cousu une robe qu'elle prévoyait de porter lors de la remise des diplômes de l'école. Son talent, sa persévérance et sa créativité lui promettaient un avenir brillant. Cependant, la vie a fait ses propres ajustements. À l'âge de 13 ans, Alice apprend qu'elle souffre d'anorexie, accompagnée de dépression. Malgré cela, elle continue à créer, y trouvant un moyen d'échapper à la maladie et à l'anxiété. Il semblait qu'avec le temps, elle surmonterait ses difficultés et pourrait réaliser ses rêves. Mais le destin en a décidé autrement. Le 28 août 2014, Alice dit à sa mère qu'elle va se promener. Les vacances scolaires touchaient à leur fin, elle avait beaucoup de temps libre et elle aimait se promener le long du petit canal d'eau situé non loin de chez elle. C'était son parcours habituel, long d'environ 4,5 km. Elle a quitté la maison vers 3 heures de l'après-midi en promettant d'être de retour à 6 heures du soir. Elle a ensuite envoyé un SMS à son père pour lui dire qu'elle rentrerait bientôt. Mais Alice n'est jamais revenue. À 7 heures du soir, ses parents se sont inquiétés. Ils ont essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Son anxiété est renforcée par son état. L'anorexie et la dépression affaiblissent son corps, de sorte qu'elle se sent souvent faible et risque de s'évanouir. Ses parents ont appelé ses amis, espérant qu'Alice serait avec eux, mais personne ne l'avait vue. Ils ont alors pris la seule décision qui s'imposait. Ils sont allés voir la police. La police a immédiatement commencé ses recherches. Tout d'abord, les agents ont examiné l'itinéraire sur lequel la jeune fille avait l'habitude de marcher. Des parents, des amis et des bénévoles se sont joints aux recherches. Cependant, aucune trace n'a été trouvée. Les enquêteurs ont pu reconstituer le parcours d'Alice grâce aux témoignages et aux caméras de vidéosurveillance. La première caméra l'a filmée peu après avoir quitté la maison. Elle a ensuite été aperçue dans la région de Brentford, le long du canal. La dernière fois qu'elle a été filmée, c'était à proximité de la maison, près du pont Trumpers Way. Cependant, après cela, la piste de la jeune fille s'est arrêtée. Les médias ont immédiatement annoncé sa disparition et la police a rapidement reçu des appels de témoins oculaires. Mais aucun d'entre eux n'a permis de résoudre le mystère. D'après les images des caméras, la jeune fille a disparu sur le chemin du retour, après avoir parcouru la plus grande partie du trajet. Que lui est-il arrivé? Cela fait 3 jours. La police a continué d'analyser les images de vidéosurveillance et d'enquêter dans les parcs, les places et les coins isolés des environs. Les patrouilles ont interrogé les habitants du quartier dans l'espoir d'obtenir des pistes. Le 1er septembre, les proches d'Alice ont enregistré un message vidéo dans lequel ils la supplient de rentrer à la maison. Ils ont également lancé un appel à toute personne susceptible d'avoir des informations à communiquer à la police. À l'époque, les enquêteurs envisagent plusieurs versions de ce qui s'est passé. La première version, la plus effrayante, était celle de l'enlèvement. Bien qu'Alice ait emprunté des rues très fréquentées, il y avait de nombreux coins isolés
où elle aurait pu être attaquée. Londres a un passé d'enlèvement, même dans des quartiers très fréquentés, sans parler des banlieues. La deuxième théorie est qu'elle s'est enfuie de chez elle. Les parents d'Alice n'ont pas exclu la possibilité qu'une dépression l'ait poussée à agir de la sorte. Cependant, pour la police, cette option semble peu probable. La jeune fille n'avait que 14 ans. Elle n'avait pas d'argent, pas de vêtements de rechange, pas de plan pour se cacher. Il y avait une autre idée encore plus terrifiante, le suicide. Peut-être la jeune fille, incapable de faire face à ses démons intérieurs, avait-elle décidé de se suicider. Mais si elle l'avait fait, son corps aurait probablement été retrouvé à l'heure qu'il est. Chaque jour, le cas d'Alice Gross retient davantage l'attention. Le 3 septembre, l'enquête est confiée à la Special Branch de Scotland Yard qui s'occupe habituellement des meurtres. Cela signifie que la probabilité d'une issue heureuse s'amenuise rapidement. Les recherches massives organisées par Scotland Yard ont pris de l'ampleur. Des centaines de bénévoles se sont immédiatement mobilisés. Les personnes émues par l'appel bouleversant des parents et de la sœur d'Alice sont descendues dans la rue pour passer au peigne fin la zone où elle aurait pu disparaître. De tôt le matin à tard le soir, les volontaires ont exploré tous les coins, espérant trouver le moindre indice. Dès le lendemain, les inspecteurs annoncent la découverte d'un premier indice majeur. Non loin de la maison d'Alice, on a retrouvé son sac à dos et à côté, les bottes que la jeune fille portait ce jour-là. Cette découverte a choqué tout le monde. Les enquêteurs se sont rendus compte qu'il était peu probable qu'une jeune fille de 14 ans enlève volontairement ses chaussures, les laisse avec son sac à dos et poursuive son chemin pieds nus. D'autant plus qu'elle n'avait pas de chaussures de rechange. Tout indique qu'il s'est passé quelque chose de terrible ici. La situation se complique de plus en plus. Les inspecteurs décident de diffuser toutes les images de vidéosurveillance d'Alice. Ils espéraient que cela attirerait l'attention du public et que quelqu'un se souviendrait peut-être de détails importants qui aideraient à résoudre le mystère de sa disparition. Mais la police s'est rendue compte que le temps jouait contre elle. Si la jeune fille a bien été victime d'un enlèvement, les chances de la retrouver vivante s'amenuisent de minute en minute. Bientôt, les recherches ont mobilisé des forces supplémentaires. Plus de 600 employés de différents services se sont joints à l'enquête. Il s'agit de la plus grande opération de recherche d'une personne disparue au Royaume-Uni depuis 2005. La police a vérifié toutes les versions possibles. L'hypothèse la plus probable est celle de l'enlèvement, mais compte tenu de l'état psychologique d'Alice, l'hypothèse du suicide n'est pas exclue. D'autres versions font état d'un accident. La jeune fille serait tombée à l'eau ou se serait égarée. Afin de réduire la zone de recherche, les enquêteurs ont demandé à l'opérateur de téléphonie mobile des données sur la dernière localisation du téléphone d'Alice. La réponse est sans appel. Au moment où elle a envoyé le message à son père, son appareil ne se trouvait qu'à quelques dizaines de mètres de l'endroit où le sac à dos a été retrouvé. Cela confirme que c'est bien à cet endroit qu'il lui est arrivé quelque chose. Scotland Yard a décidé d'inspecter la zone avec une extrême prudence. Chaque mètre de terre et d'eau a été vérifié à la main. Des plongeurs ont sondé le fond du canal et des policiers ont cherché des indices dans les bâtiments abandonnés, les buissons et même les collecteurs d'eau pluviale. 2 jours après la découverte du sac à dos, une annonce surprise a été faite. La police avait arrêté un homme de 25 ans soupçonné d'être impliqué dans la disparition d'Alice. Le lendemain, un autre homme a été arrêté. Cependant, les 2 suspects ont été rapidement relâchés. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves suffisantes de leur implication. Une autre semaine s'est écoulée. Malgré tous ces efforts, la police ne progresse pas. Le 16 septembre, les enquêteurs ont fait une annonce inattendue. Ils ont inscrit un homme de 41 ans, Arnis Jalkins, sur la liste des personnes recherchées. Cet homme, originaire de Lettonie, s'est installé au Royaume-Uni il y a 7 ans. Il vivait près de la famille d'Alice et travaillait comme maçon. À première vue, rien ne le reliait à la disparition de la jeune fille. Mais la police a rapidement découvert 2 faits troublants.
Tout d'abord, ses collègues ont signalé que dès le 3 septembre, soit quelques jours après la disparition d'Alice, Jalkins avait disparu. Il ne se présentait pas au travail, ne répondait pas au téléphone et personne ne l'avait vu. De plus, son trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail se trouvait près du canal le long duquel Alice s'était promenée ce jour fatidique. Ces coïncidences semblent trop suspectes pour être ignorées, mais était-il coupable? Et si oui, où était Alice? La réponse à cette question ferait frémir Londres. Rien ne prouve encore qu'Arnis Jalkins soit impliqué dans la disparition d'Alice. Mais la police ne l'ignore pas, et bientôt il découvre quelque chose de vraiment troublant. En examinant les images de surveillance, les inspecteurs ont remarqué qu'un homme d'âge moyen traversait le pont à vélo. Quelques minutes auparavant, Alice avait emprunté le même chemin. Le cycliste a rapidement été identifié comme étant Jalkins. Peu de temps après, il est à nouveau filmé par une autre caméra. C'est alors que les enquêteurs sont informés d'un fait étrange. Le trajet entre les deux points ne dure que quelques minutes. Or, il a fallu près d'1 heure à Jalkins, à vélo, pour parcourir cette distance. Que faisait-il pendant tout ce temps? La police a examiné les environs. Elle conclut que l'homme n'a pas pu emprunter d'autres itinéraires. Il n'y avait pas de déviation. Un détail ajoute encore à l'inquiétude. Au moment où Jalkins réapparaît dans le champ des caméras, ses vêtements sont mouillés. Cette information a conduit les inspecteurs à suivre de près ses déplacements. Et bientôt, ils ont constaté un autre détail suspect. 2 heures après sa première apparition sur les caméras, l'homme est revenu à l'endroit même où il avait été vu plus tôt. Il y est resté près de 50 minutes, puis est reparti. Cependant, il n'est pas apparu sur la caméra située près du pont. Cela signifie qu'il a passé tout ce temps dans un petit angle mort, caché des objectifs. De plus, lorsqu'il est réapparu, il portait des vêtements différents. Un peu plus tard, il a été aperçu dans un magasin local, en train d'acheter de la bière. Le lendemain matin, la situation se répète. Tôt le matin, vers 7 heures, Jalkins est réapparu au même endroit entre les caméras. Et le soir, il y est retourné. Cela a suffi pour obtenir un mandat de perquisition à son domicile. Lorsque les inspecteurs se sont rendus chez lui, ils ont été accueillis par sa colocataire. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où son mari avait disparu. Lorsqu'elle apprend qu'il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition de l'écolière, la femme refuse catégoriquement de le croire. Elle le décrit comme un père attentionné qui ne ferait jamais de mal à un enfant. Mais lorsque Scotland Yard a commencé à creuser plus profondément, ils sont tombés sur un fait macabre, un passé auquel on ne peut échapper. Il s'est avéré qu'Arnis Jalkins avait un casier judiciaire bien rempli. En 1998, alors qu'il se trouvait en Lettonie, il a commis un meurtre de sang-froid. Sa victime était sa propre femme. Il avait planifié ce crime à l'avance. Avant le meurtre, il avait creusé une tombe dans les bois et avait ensuite ôté la vie à la femme de sang-froid. Il n'a écopé que de 7 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il s'est installé au Royaume-Uni, où son passé est resté inconnu des autorités locales. La police britannique n'avait aucune idée qu'un homme avec un passé aussi terrible vivait dans son pays. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir de nouvelles preuves. Dans la cour, les inspecteurs ont trouvé un terrain récemment excavé. Ce qu'ils y ont trouvé exactement reste cependant inconnu. La véritable surprise les attend au sous-sol. C'est là, parmi les vieilleries, qu'ils ont trouvé le panneau arrière brisé d'un iPhone 4S blanc. Il s'agissait du même téléphone que celui d'Alice. En outre, en étudiant son ordinateur, les inspecteurs ont découvert que quelques jours après la disparition de la jeune fille, Jalkins avait cherché sur Internet des informations sur sa disparition. Cela a suffi à l'inscrire sur une liste internationale de personnes recherchées. La police craignait qu'il ne se soit enfui en Lettonie ou dans un autre pays de l'UE. Cependant, malgré des recherches actives dans toute l'Europe, elle n'a pas réussi à le retrouver. Entre-temps, 1 mois entier s'est écoulé depuis la disparition d'Alice.
Le 30 septembre, la police a fait une annonce dévastatrice. Dans la rivière, non loin de l'endroit où la jeune fille a été vue pour la dernière fois, une terrible découverte a été faite. Un corps. C'est ce poids macabre qui a été sorti de l'eau le 30 septembre. À l'époque, la police ne pouvait pas encore confirmer l'identité de la personne décédée, mais un fait était déjà évident. Quelqu'un avait fait de gros efforts pour empêcher la dépouille de flotter à la surface. La police a immédiatement poursuivi la recherche d'Arnis Zalkalns, non seulement en tant que suspect, mais aussi en tant que personnage clé de l'affaire. Une opération internationale de grande envergure a été lancée. Interpol et les services de renseignement européens se sont joints aux recherches, mais aucune piste n'a été trouvée. Zalkalns semble s'être volatilisé. Quelques jours plus tard, le 4 octobre, les enquêteurs font une découverte inattendue. Dans un parc, à 1 kilomètre seulement de l'endroit où le corps d'Alice avait été retrouvé, le corps d'un homme a été découvert pendu à un arbre. 2 jours plus tard, les experts confirment qu'il s'agit d'Arnis Zalkalns. Personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. La police était persuadée que le suspect avait fui à l'étranger, mais il s'est avéré qu'il était resté sous leur nez pendant tout ce temps. Les experts médico-légaux ont déterminé que Zalkalns s'était suicidé le 3 septembre, jour de sa disparition. La question qui se posait alors était la suivante. Comment la police avait-elle pu ne pas le retrouver pendant 1 mois? La réponse est simple. Il avait choisi un endroit si inaccessible et si caché qu'il était pratiquement impossible de le repérer. Entre-temps, avec l'ADN de l'auteur du crime en main, les enquêteurs disposaient d'encore plus d'indices. Un mégot de cigarette a été retrouvé non loin de l'endroit où le corps d'Alice a été découvert. Les experts en ont extrait des échantillons d'ADN qui correspondent à celui de Zalkalns. De plus, des tests en laboratoire ont montré qu'il était très probable que son ADN soit également présent sur le corps de la victime. Cependant, il a été impossible d'obtenir une confirmation à 100%, le corps étant resté trop longtemps dans l'eau. Des traces d'ADN de Zalkalns ont également été trouvées sur le sac à dos et les chaussures d'Alice. À ce stade, la police a appris un autre fait terrifiant. 2 ans après s'être installé au Royaume-Uni, Zalkalns avait déjà agressé une jeune fille de 14 ans à 1 kilomètre de l'endroit où le corps d'Alice a été retrouvé. Il avait tenté de l'agresser, mais la victime s'était échappée et l'homme avait été appréhendé. Une nuance choquante est alors apparue. La jeune fille n'a pas porté plainte et Zalkalns a tout simplement été relâché. Comment cela a-t-il pu se produire? C'est un mystère. Mais le fait est qu'un adulte a attaqué une enfant, que la police l'a arrêté, mais qu'il n'a jamais été puni. De plus, cette information n'a été révélée qu'après la découverte du corps de l'auteur de l'agression dans le parc. La police a poursuivi son enquête, essayant de reconstituer le tableau complet de ce qui s'est passé. Selon leur version, le 28 août, Zalkalns circulait à vélo sur le même trajet qu'Alice. Il l'a aperçue dans un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets, et l'a attaquée avec l'intention de commettre des actes violents. Personne ne saura jamais comment les événements se sont déroulés par la suite. Mais le résultat est clair. Zalkalns a tué Alice et est retourné plusieurs fois sur les lieux du crime pour cacher le corps. Une question reste en suspens. Pourquoi s'est-il suicidé? S'agit-il d'un acte de remords ou de la crainte d'un châtiment imminent? La question reste ouverte. Les parents d'Alice ne sont pas seulement dévastés, ils sont aussi remplis de rage. Ils exigent des réponses à la question principale. Comment les autorités britanniques ont-elles pu permettre à un meurtrier condamné d'entrer dans le pays et de vivre paisiblement parmi les citoyens ordinaires? La famille de la victime a passé des années à se battre pour un contrôle plus strict des migrants ayant un casier judiciaire. Elle a exigé du gouvernement des réformes qui empêcheraient les criminels d'entrer aussi facilement dans le pays. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas abouti à des changements significatifs. 1 mois après la découverte du corps de Zalkalns,
un autre événement étrange s'est produit. Le médecin légiste chargé de l'affaire a accidentellement laissé dans un train un dossier contenant des documents importants. À l'intérieur se trouvaient 30 pages contenant des détails de l'enquête, y compris des données médicales et des informations inédites. Le dossier n'a jamais été retrouvé. Le public et les médias ont soulevé une vague de critiques à l'encontre de la police. Les parents d'Alice sont scandalisés par la négligence de l'enquête, mais les autorités ne peuvent rien faire. Cependant, le procès de Zal Calnes n'a jamais eu lieu. Les enquêteurs ont déclaré que s'il était vivant, ils auraient eu suffisamment de preuves pour porter l'affaire devant les tribunaux. Mais le problème était que toutes les preuves étaient circonstancielles. Cela signifie que même avec toutes les preuves, il y avait toujours une chance, même infime, que Zal Calnes s'en tire. Au lieu d'un procès, une audience a été organisée, au cours de laquelle le jury a formellement reconnu l'évidence. Alice Gross n'est pas morte par accident, elle a été assassinée. Cette procédure n'a aucune portée juridique, mais elle permet de tirer une conclusion officielle de la tragédie. Le 23 octobre, les funérailles d'Alice ont eu lieu. Ce jour-là, des milliers de personnes sont venues honorer sa mémoire. Elles ont déposé des fleurs sur le mémorial, allumé des bougies. À la fin de la cérémonie, un écran géant a diffusé une vidéo dans laquelle Alice interprétait sa chanson, celle qu'elle avait écrite peu avant sa mort. La musique a été jouée en silence. Parmi des gens qui ne pouvaient retenir leurs larmes, la voix d'Alice a flotté sur la foule comme le dernier accord d'adieu de sa courte vie.